Alors du coup, à la question, pourquoi est-ce que je mange aussi gras? Eh bien, tout simplement parce que j'ai eu une alimentation cétogène depuis depuis je pense mars 2021. Et avec, comme vous l'avez constaté, des gros écarts. On va reprendre les choses bien comme il faut. Qu'est-ce que l'alimentation cétogène? Alors, l'alimentation cétogène, c'est une alimentation qui est extrêmement pauvre en glucides et extrêmement riche en gras. Pourquoi? Parce que cétogène, ça vient de cétose et cétone. Tout simplement, quand le corps humain se retrouve avec très peu de glucides, donc très peu de sucre, eh bien il bascule en fait de fonctionnement. Au lieu d'utiliser le sucre comme carburant, il utilise du gras. Et pour ça, en fait, il transforme le gras par ce qu'on appelle des cétones. Et donc en fait, les cétones deviennent le carburant numéro 1 du corps. C'est un changement métabolique, c'est vraiment un changement métabolique. Depuis quand ça existe l'alimentation cétogène? Eh bien ça a plus d'une centaine d'années. De base, initialement, c'était pour le traitement de l'épilepsie chez les enfants. Chez les enfants qui n'étaient pas très bien réceptifs aux médicaments de l'épilepsie, eh bien on s'était aperçu que le fait de leur donner une alimentation cétogène avait des bienfaits. Donc à la base, c'est une alimentation médicale. Mais depuis quelques années, on se rend compte d'un point de vue scientifique, dans les recherches, etc., on se rend compte que l'alimentation cétogène a des vertus pour bien d'autres choses que juste l'épilepsie. Comment personnellement je suis arrivée à l'alimentation cétogène? Eh bien tout simplement, vous le savez, j'avais pris une quinzaine de kilos et j'ai voulu perdre du poids. En voulant perdre du poids, j'ai cherché un peu sur internet, je suis tombée sur des régimes qui vous disent de manger que des œufs dans la journée ou que du chou, enfin ce genre de conneries vraiment aberrantes. Et moi je m'étais dit hors de question que je fasse ça parce que je veux perdre du poids, je veux pas mourir en fait, je veux pas me flinguer. Donc je suis tombée sur l'alimentation à index glycémique bas, donc c'est quand le sucre ne monte pas ultra rapidement dans le sang. Donc ça, c'est une alimentation où en gros on va supprimer les pâtes, le riz, etc. Et de fil en aiguille, au fil de mes recherches, je suis tombée sur l'alimentation cétogène. Ma première réaction, ça a été de me dire, c'est quoi encore ce truc à la con? Vraiment, ça a été, je me suis dit hors de question que je fasse ça. Sauf que j'ai commencé vraiment à lire pas mal de sources différentes, des études, etc. Honnêtement, j'ai pas de lien spécifique, j'ai pas de livre spécifique à vous donner, etc. Parce que c'est des recherches que j'ai fait pour moi à la base. Éventuellement, si j'ai peut-être un livre à vous conseiller qui n'est pas spécifique à l'alimentation cétogène, mais qui explique bien les mécanismes du poids, études à l'appui. Le livre en question s'appelle Code obésité et c'est de Jason Fung, je crois. De toute façon, le lien vraiment dans la description. Et ce livre-là, j'avais vraiment bien aimé. Ensuite, j'ai vu plusieurs documentaires. Il y a The Magic Pill, Sugarland. Là, je les ai plus tous en tête, mais j'ai vu plusieurs documentaires sur la réduction des glucides et je me suis dit que ça avait l'air quand même super intéressant. Ensuite, j'ai lu un livre, alors là je me souviens plus du nom, c'est un livre canadien. De toute façon, le Canada est beaucoup plus en avance là-dessus que nous. J'ai lu un livre canadien où en fait ça reprenait un peu toutes les pathologies. En fait, en gros, c'est une clinique, ça s'appelle la clinique Reversa. C'est une clinique en fait qui traite les gens avec le régime cétogène et ça abordait plusieurs troubles métaboliques, que ce soit des problèmes de thyroïde, le syndrome des ovaires polykystiques, ce genre de choses. Et ça parlait de la migraine. Et moi je me suis dit, quand même, je souffre quand même pas mal de migraine. Et c'est parti de là, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Réellement, ça m'a pris 3 mois entre le moment où j'ai découvert l'existence de cette alimentation et le moment où je me suis dit, allez, j'essaye. J'ai vraiment eu besoin de faire 3 mois de recherche pour ne pas faire n'importe quoi, parce que faut pas faire le raccourci, c'est-à-dire qu'en cétogène, on mange beaucoup de gras, mais pas n'importe quel gras. C'est-à-dire que moi je ne mange jamais d'huile issue de graines, donc tout ce qui est tournesol, colza et compagnie, je n'en mange pas parce que c'est trop riche en oméga 6 et comme on mange beaucoup de gras, on peut pas avoir... les oméga 6, on en a besoin, ça c'est indéniable, mais en trop grande quantité, eh bien c'est très inflammatoire. Donc je ne mange aucune huile à base de graines. De toute façon, c'est pas compliqué. Mes sources de gras, c'est du gras saturé, donc du beurre. Parfois, quand j'en trouve de bonne qualité, ça va être du saindoux. J'évite même si c'est très bon, j'évite la graisse de canard parce que comme les canards sont engraissés aux céréales, c'est pas top. Donc j'évite la graisse de canard, même si ça rentre puisque c'est du gras saturé. Globalement, le gras animal est un gras saturé. L'autre gras saturé qui n'est pas d'origine animale, c'est le gras de la coco, l'huile de coco. Sinon, ensuite, eh bien, je prends de l'huile d'olive. Il y a juste, je prends de l'huile MCT. Donc l'huile MCT, pour le coup, c'est un produit qui est
transformée, très transformée. C'est une partie de... En fait, on prélève une partie de l'huile de noix de coco pour ne garder que les MCT, justement, donc les triglycérides à chaîne moyenne. En français, c'est l'huile TCM. C'est le seul produit ultra transformé vraiment que j'ai, entre guillemets, dans mon quotidien, parce que j'ai les bienfaits qui vont avec. Et surtout, moi, j'avais commencé en prenant de l'huile de coco, mais en fait, l'huile de coco, le goût, je trouve ça insupportable. Alors, au final, l'alimentation cétogène, c'est quand même une alimentation où les légumes sont au centre, parce qu'en fait, on ne peut pas manger tout ce qui est trop glucidique. C'est-à-dire qu'on ne mange pas de pâtes, pas de pain, pas de riz, pas de céréales de façon générale, ce qui est une bonne chose en fait parce que c'est souvent inflammatoire, ce sont souvent des produits qui sont inflammatoires. Alors évidemment, pas chez tout le monde, il y a des gens qui peuvent se gaver de céréales, ça leur fera rien, et il y a des gens qui vont manger un peu et ça sera terrible. Encore une fois, l'alimentation, c'est pas quelque chose de tout le monde pareil, tout le monde au même niveau. Un exemple tout bête, les œufs c'est un super aliment. D'ailleurs moi j'en mange vraiment pas mal. Les œufs c'est vraiment un super aliment, qui plus est ça a l'avantage d'être assez peu cher, même quand on prend en bio, même quand on prend en élevage plein air bio, etc. Donc ça reste un aliment qui est très intéressant au quotidien et qui est ultra complet. Les œufs c'est le seul aliment qui contient tous les acides aminés nécessaires pour le corps humain. Pour autant, il y a des gens qui sont allergiques au blanc d'œuf. Donc vraiment l'alimentation, on ne peut pas dire que tous les aliments sont bons pour tout le monde et tous les aliments sont mauvais pour tout le monde. Vraiment pas. D'ailleurs, cette notion de acides gras essentiels, acides aminés essentiels, c'est très intéressant parce qu'au final, on diabolise le gras depuis des années et des années. Et si vous cherchez, vous verrez qu'à l'origine, c'était une étude menée par, si je dis pas de bêtises, c'est Ansel Keys, ou Key. C'est une étude où il a essayé de démontrer qu'il y avait un lien entre le gras et le risque de maladies cardiovasculaires. Sauf qu'en fait, son étude, il l'a totalement faussée. C'est-à-dire qu'il a pris plusieurs pays dans le monde et il n'a gardé que les pays qui allaient dans le sens où il voulait mener l'étude. Par exemple, la France a été retirée de l'étude parce que à cette époque-là, la France était un pays dans lequel on mangeait assez gras et pour autant, il n'y avait pas de problème de maladie cardiovasculaire. Donc la France a été retirée de l'étude parce que ça ne collait pas avec les résultats qu'ils voulaient qu'on ait. D'un point de vue global, c'était logique, si vous voulez, c'est logique comme première intention de se dire que le gras crée du gras. C'est le premier truc auquel on pense, que si on mange gras, forcément, on va faire du gras. Sauf qu'en fait, maintenant, on sait que le processus n'est pas du tout celui-ci. Maintenant, on sait que c'est le sucre qui donne du gras. Tout simplement, en fait, quand on mange du sucre, on a de l'insuline. On a l'insuline qui vient réguler la glycémie parce que c'est toxique d'avoir trop de sucre dans le sang. Donc, quand on mange du sucre, l'insuline entre en jeu, notre glycémie baisse. Et s'il y a trop de sucre, eh bien, le corps ne l'évacue pas. Ce qu'il fait, c'est qu'il envoie ça au foie et le foie va transformer ça en gras. Et tout simplement, d'ailleurs, dans des analyses sanguines, si vous avez un taux de triglycérides qui est élevé, eh bien, c'est tout simplement parce que vous mangez trop de sucre, parce que les triglycérides, c'est justement ce moment où le foie envoie le gras eh bien, dans l'abdomen, c'est ce qu'on appelle la graisse viscérale. Voilà, rien ne se perd dans le corps humain, vraiment le corps humain n'est pas fait pour gâcher, en fait, tout simplement. Et en même temps, on doit ça à notre survie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a accès, même si il y a l'inflation, etc., on a quand même accès à la nourriture. Enfin, je veux dire, vous rentrez dans un carrefour, il y a de la nourriture du sol au plafond. Même si on peut pas tous s'offrir de la nourriture de qualité, etc., globalement, on a accès à la nourriture tous les jours, pas juste vraiment... On n'est pas là, comme nos ancêtres, à devoir vraiment faire face à des périodes de famine. Et à la base, si le corps humain fait du gras, c'est pour ça, hein, c'est pour survivre. On a eu besoin pendant très longtemps, pendant des milliers d'années, on a eu besoin de gras pour survivre, parce que tout simplement, quand on fait du gras, eh bien, on grossit. Nous, ça ne nous intéresse pas à notre époque, mais quelques milliers d'années en arrière, on était bien content quand arrivait l'hiver. Eh bien, il fallait puiser dans ce gras pour ne pas mourir, tout simplement. C'était vraiment de la survie pure et dure. Donc pour en revenir vraiment à l'alimentation cétogène, l'intérêt de l'alimentation cétogène, quand c'est bien fait, c'est important, c'est-à-dire pas en mangeant n'importe quel gras, etc. Quand c'est bien fait, l'avantage c'est qu'on est sur une glycémie qui est stable toute la journée, il n'y a pas ces pics
de glycémie tout au long de la journée. C'est une alimentation aussi qui est moins inflammatoire parce que déjà il n'y a quasiment pas de produits transformés dans l'alimentation cétogène. Alors si bien sûr on peut toujours mettre des aliments transformés, mais en France il n'y a tellement pas de substituts, etc. Il n'y a pas de plats tout faits, etc. qui sont cétogènes. Donc vous n'avez pas trop le choix que d'acheter des légumes, du beurre, une source de protéines et de cuisiner. Il y a vraiment pas d'autre choix en fait. Au-delà du poids, en fait, l'intérêt de s'intéresser à l'alimentation, justement, c'est aussi pour tout ce qui est régulation hormonale. Maintenant, on le sait, trop de sucre, trop de produits transformés, trop de tout ça, ça nous dérègle totalement. On parle souvent des perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques, etc. Mais en fait, rien que ce qu'on mange, ça nous perturbe de l'intérieur. On n'est pas fait pour avoir des pics de glycémie à gogo. De toute façon, c'est très révélateur parce que quand j'ai commencé à manger cétogène, vraiment ce qui m'a bluffé, et ça c'est immédiat, c'est de ne plus avoir le coup de barre après le repas. C'est-à-dire que moi, j'ai pendant très longtemps, mes repas c'était essentiellement des pâtes, beaucoup de pâtes, et j'avais toujours le coup de barre, le coup de barre vraiment intense après avoir mangé, ou vraiment envie de faire la sieste, besoin de déboutonner le pantalon, parce que vraiment d'être complètement raplapla, mais vraiment raplapla. Et j'ai été très étonnée quand j'ai commencé à manger cétogène parce que d'un point de vue calorique, les assiettes sont extrêmement caloriques, bien plus qu'une assiette de pâtes, et pour autant on n'a pas ce coup de barre qui arrive. En fait, il faut savoir que niveau calories, en alimentation cétogène, on mange nettement plus calorique, tout simplement parce que 1 gramme de glucides, tout comme 1 gramme de protéines, ça correspond à 4 calories. Alors que le gras, lui, 1 gramme de gras, ça correspond à 9 calories. Pour ça qu'on diabolise énormément le gras quand on vous dit pour maigrir, parce qu'on part du principe que pour maigrir, il faut absolument réduire sa consommation calorique, alors que si on regarde très honnêtement, sans forcément faire cétogène, je vous invite à calculer pendant une semaine, calculer la valeur réelle des calories que vous mangez. L'autre jour, je vous ai parlé de l'application Macro, et en fait vous allez voir que si vous atteignez honnêtement les 1500-1600 calories par jour, bien déjà chapeau, parce que sans manger beaucoup de gras, c'est très difficile d'atteindre ça. Sachant que les recommandations actuelles, c'est quand même pour une femme de manger entre 1800 et 2000 calories par jour. Donc en fait finalement on est tous plus ou moins en réduction calorique au quotidien. Et la réduction calorique, sur l'instant, quand on voit des régimes à 1000 calories, 1200 calories, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait faire 1000 calories, 1200 calories, c'est même pas suffisant, c'est même pas le nombre de calories nécessaires uniquement pour être vivant. C'est-à-dire que moi je l'avais calculé pour moi, alors pareil, j'ai pas de site à vous conseiller, je vous invite à faire des recherches si ça vous intéresse, mais j'avais calculé comment ça s'appelle ça déjà, mon métabolisme de base. Et en gros ça prend en compte votre poids actuel, votre taille, etc. Moi mon métabolisme de base il est à peu près autour de 1400 calories. C'est-à-dire que, et le métabolisme de base, c'est en gros vous êtes dans un lit, vous êtes alité toute la journée, juste vous respirez, c'est tout. Vous ne faites rien d'autre, vous ne marchez pas, vous ne faites aucune activité. Ça c'est vraiment le métabolisme de base, c'est juste pour maintenir vos fonctions vitales en état de marche. Donc vous vous rendez compte que quand les gens ils mangent 1000-1200 calories, c'est extrêmement mauvais. Alors sur une très courte période de temps, effectivement, tout le monde maigrit. C'est obligé, forcément, quand vous coupez drastiquement dans vos ressources alimentaires, vous allez automatiquement maigrir. Mais il y a toujours ce moment où vous allez avoir un rebond, vous allez vous lâcher sur la nourriture parce que vous ne pouvez pas être en dessous de votre métabolisme de base. Là, vraiment, pour toute cette partie-là, je vous conseille vraiment de lire le livre Code Obésité de Jason Fung parce que vraiment, ça change la vision du faut manger moins calorique. Bref, tout ça pour dire que moi, je m'étais dit, je vais tester, j'ai rien à perdre. Alors, je ne vais pas mentir, c'est pas une partie de plaisir les premiers jours. Passer en alimentation cétogène, c'est assez violent les premiers jours, tout simplement parce que le sucre quitte votre corps et donc ça entraîne des maux de tête, une très mauvaise haleine parce que en fait au début le corps va très rapidement commencer à créer des cétones mais il ne sait pas les utiliser. Donc dans un premier temps, on sent
très mauvais de la bouche parce qu'en fait les cétones ressortent par la bouche, enfin en gaz en fait. Et tout simplement, acétone, et ben oui, il y a cétone dedans et c'est pas pour rien. Et vraiment, vous avez cette odeur de dissolvant. Même l'odeur de transpiration, elle devient extrêmement désagréable. Par contre, ça dure à un temps limité. De toute façon, c'est ce qu'on appelle la grippe cétogène. Il y a plein de petits symptômes qui peuvent s'apparenter à une grippe. Et si on creuse un petit peu, en fait, les symptômes qu'on a au tout début de l'alimentation cétogène, vraiment dans les premiers jours, alors selon votre point de départ, ça peut durer un peu plus longtemps, mais les symptômes qu'on a dans l'alimentation cétogène sont exactement les mêmes que si vous faites un jeûne hydrique, c'est-à-dire que vous ne mangez rien de la journée pendant plusieurs jours, vous ne faites que boire de l'eau. Et ça, pour information, je l'ai fait, je n'ai pas mangé pendant 10 jours que de l'eau. Je voulais vraiment aller jusqu'au bout de l'expérience et voir si vraiment le corps peut supporter en fait, tout simplement. Et c'est juste hallucinant. Vraiment, s'il y a bien un truc qui m'a changé la vision que j'avais de l'alimentation et il faut absolument manger, finalement d'avoir fait un jeûne où vraiment pendant 10 jours, je n'ai rien mangé, je n'ai fait que boire de l'eau, eh bien c'est ouf, c'est vraiment hallucinant. L'énergie qu'on a, elle est dingue. C'est juste, il y a un seul impératif quand on fait un jeûne hydrique. S'il vous plaît, ne faites pas un jeûne hydrique sans vous renseigner en avant. Il y a vraiment des contre-indications vitales. Vraiment, c'est d'ordre vital. C'est-à-dire que toutes les personnes, le premier truc qui me vient en tête, c'est que toutes les personnes qui ont des problèmes cardiaques ne peuvent pas faire de jeûne. En tout cas, pas sans surveillance médicale. C'est très important, c'est pas anodin. Il y a déjà des gens qui sont morts d'avoir fait des jeûnes. Donc c'est vraiment pas anodin. Et vraiment, là, je vous en parle parce que vous m'avez posé des questions là-dessus. Mais je vous invite vraiment à ne pas couper cette vidéo et dire bah, c'est trop bien, moi demain je commence une alimentation cétogène ou moi demain je fais un jeûne. Non, non. Vous prenez le temps de faire des recherches déjà parce qu'au moins vous allez comprendre pourquoi vous allez faire les choses. C'est très important. Enfin vraiment, un changement d'alimentation, c'est pas anodin. Il faut le faire en se renseignant. Je vais prendre un exemple tout bête. C'est comme si demain vous voulez devenir vegan, que vous arrêtez toute source de produits, vous arrêtez les produits animaux et vous ne prenez pas de vitamine B12. Ça va être problématique. Quand on devient vegan, on est obligé de se renseigner sur l'alimentation pour ne pas être carencé, etc. Et bien l'alimentation cétogène, c'est pareil. Ça impose de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Après, une fois que... Moi, par exemple, je l'ai fait au début, je l'ai fait en pesant tout, mais très rapidement, j'ai arrêté de peser. C'est juste que, honnêtement, moi, je visualisais pas ce que c'est 60 grammes de beurre, je visualisais pas du tout. Parce que, très concrètement, en termes de proportion, moi, je mange... Alors, cétogène, c'est 20 grammes de glucides par jour. Alors, 20 grammes, c'est pas 20 grammes d'aliments qui contiennent des glucides, c'est 20 grammes de glucides par jour. Par exemple, 20 grammes de glucides, ça correspond à une banane. Donc vous voyez, c'est vraiment très faible. Mais quand on mange des légumes type chou-fleur, brocoli, chou de Bruxelles, de la salade, du chou, de toute façon le chou dans sa globalité. En fait, je vous dis ça parce que moi j'adore ça, le chou, alors c'est vrai que c'est un peu la base de mon alimentation. Mais des asperges, enfin voilà, tous ces légumes-là sont des légumes qui sont peu glucidiques. Il y a aussi certains fruits qui sont peu glucidiques, comme les fraises, les myrtilles, les framboises, bref, les épinards aussi très très faibles en glucides, les épinards. La viande, 0 glucides, le gras, 0 glucides, mais bref, hein, tout ça, vraiment, faut vous intéresser, et faut aussi vous intéresser aux légumes que vous aimez manger, parce que personnellement, je n'aime pas trop tout ce qui est tomates, aubergines, enfin bref, les légumes du soleil, c'est pas trop mon délire. Moi, je viens du Nord, et tout ce qui pousse dans le Nord, j'aime ça. Là-dessus, ça n'a pas été compliqué pour moi de mettre en place une alimentation cétogène parce que ce sont des aliments que j'aime beaucoup. Après, il y a encore d'autres points de vigilance. Ça ne sert à rien de faire attention à son alimentation dans le but de résoudre des problèmes métaboliques. Par exemple, on peut faire cétogène pour lutter contre des problèmes de thyroïde, pour lutter contre le syndrome des ovaires polykystiques. On sait aussi que l'alimentation cétogène, eh bien, c'est parfait pour les personnes qui sont diabétiques, en tout cas diabétiques de type 2, forcément vu que ça régule l'insuline. Il y a beaucoup de personnes diabétiques de type 2 qui arrêtent en fait leur traitement suite à une mise en place d'un régime cétogène. Bon, bien sûr, quand je dis elles arrêtent leur traitement, c'est pas elles se disent j'arrête mon traitement, c'est elles vont chez le médecin, elles font des bilans sanguins et on constate que et donc on arrête le traitement. Il y a aussi beaucoup tout ce qui touche au cerveau. En gros, on utilise l'alimentation cétogène contre la dépression, l'anxiété, les problèmes de maladies dégénératives.
Parkinson, Alzheimer. C'est aussi utilisé, il y a de très bons résultats. Si vous regardez le documentaire The Magic Pill, vous allez le voir, il y a de très bons résultats sur l'autisme. Il y a vraiment plein de pathologies pour lesquelles l'alimentation fait du bien, mais tout simplement parce que déjà on retourne à des aliments qui sont nettement plus bruts. Je pense par exemple que quelqu'un qui ferait une alimentation paléo, donc paléo c'est comme au paléolithique, même si on ne sait absolument pas ce que mangeaient les gens au paléolithique, mais en gros paléolithique c'est manger que des aliments bruts, c'est-à-dire aucun aliment transformé et aucun aliment qui date d'après le paléolithique, donc aucune céréale, parce que les céréales datent du néolithique. Voilà, il y a plein d'alimentations différentes. D'ailleurs, un régime qui est souvent encensé pour ses bienfaits santé, c'est le régime méditerranéen, et il s'avère après étude qu'on attribue exactement les mêmes bienfaits au régime méditerranéen qu'au régime cétogène. Donc peut-être que dans vos goûts alimentaires, peut-être que le régime méditerranéen vous conviendra mieux. Ça là-dessus, c'est vraiment une histoire aussi de goût personnel. Et j'ai envie de dire aussi très important par rapport à où vous vivez dans le monde et à quelle latitude, à quel soleil vous êtes exposé. Par exemple, moi je m'étais posé la question, je m'étais dit, c'est pas logique cétogène dans le sens où s'il y a des légumes et des fruits qui sont riches en glucides, par exemple les bananes, les mangues, etc., c'est qu'on est fait pour les manger. Sauf que d'où ça vient? D'où viennent les mangues? D'où viennent les bananes? Ça ne pousse pas en France métropolitaine, ça ne pousse pas. Moi je vous dis, je viens du nord de la France, le jour où on verra des bananes pousser dans le nord de la France, il faudra peut-être s'inquiéter en fait. Vraiment, c'est que le niveau réchauffement climatique, on aura atteint des summums. Et donc je m'étais dit que la seule différence, c'est la zone géographique finalement. Et qu'est-ce qu'il y a par exemple en Guadeloupe, en Martinique, toujours pour rester dans le domaine des bananes, qu'est-ce qu'il y a en Guadeloupe, en Martinique qu'on ne trouve pas dans le nord de la France? Eh bien du soleil à gogo. Et en fait il s'avère qu'aujourd'hui on fait le lien entre la vitamine D et la glycémie. En gros, la vitamine D aide à réguler l'insuline. Donc forcément que dans des endroits de la planète où il fait du soleil à gogo, eh bien ils sont protégés, ils peuvent manger en fait plus de glucides que des gens qui ne voient pas beaucoup le soleil. Et c'est pas pour rien qu'au Groenland, il n'y a rien qui pousse. Et que dans ce cas-là, au Groenland, vous n'allez pas commencer à vous gaver de bananes et de mangues et de litchis, etc. Parce que tous ces aliments-là, ils viennent de l'autre bout du monde. À la base, c'est pas pour rien si les aliments, ils sont disponibles qu'à certains endroits dans le monde. Un truc tout bête, alors tout bête. La pomme de terre, c'est ultra glucidique, c'est très riche en glucides et en plus ce sont des glucides rapides. La pomme de terre, à la base, ça vient d'Amérique du Sud. Ça n'a été implanté en France que dans les années, je crois, 1500. Je ne suis plus sûre des dates, je suis pas historienne. Mais la pomme de terre, c'est pas naturel en fait, si vous voulez. C'est en France depuis trop peu de temps. Sur l'échelle de l'humanité, c'est en France depuis vraiment très peu de temps. Et même là, je pense qu'il y a une distinction à faire entre le nord de la France et le sud de la France. Pareil, c'est pas la même exposition à la lumière. C'est d'ailleurs pas les mêmes fruits et légumes qui poussent. Et c'est vraiment pas pour rien. D'ailleurs, cétogène, c'est vraiment très particulier. Vraiment, je vous dis, cétogène, c'est 20 grammes maximum de glucides par jour. Pourquoi ce nombre de 20 grammes? C'est parce qu'on s'est aperçu que dans la moyenne, en règle générale, les gens sont en cétose garantie quand ils ne dépassent pas 20 grammes de glucides. Maintenant, il y a des gens qui vont être en cétose même s'ils sont à 30-35 grammes de glucides. Et d'ailleurs aussi, cétogène, une fois que le corps est bien adapté, et ça prend plusieurs mois, important. Le corps met plusieurs mois. En fait, vous allez être en cétose au bout de 2-3 jours. Mais le corps ne sera pas ce qu'on appelle céto-adapté, c'est-à-dire que ce sera pas normal pour lui d'utiliser les cétones comme carburant tant que vous n'êtes pas céto-adapté. Et ça, réellement, ça peut prendre des mois, limite 1 an. Donc c'est vraiment assez long. Et une fois que vous êtes céto-adapté, si des repas par-ci par-là, vous mangez un peu plus de glucides, ça va pas faire grand-chose. Métaboliquement parlant, ça ne va pas faire grand-chose. C'est juste à éviter de le faire trop souvent. C'était pas préparé, je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je viens de dire. Ah si, peut-être que je l'ai pas précisé. Donc comme je vous disais, moi je mange 20 grammes de glucides par jour. En termes de protéines, je suis partie du calcul simple qui est de 1 gramme de protéines par poids de corps. Donc je mange 20 grammes de glucides, 60 grammes de protéines. Si je prends mon collagène le matin, c'est justement pour ne pas avoir trop de protéines en bloc, c'est-à-dire que je veux une petite quantité le matin, une petite quantité de protéines le midi et une petite
quantité de protéines le soir, tout simplement parce qu'un excès de protéines, ça crée de la néoglucogénèse, c'est-à-dire que le corps, à partir des protéines, eh bien, il va faire du sucre. Le principal, c'est vraiment d'avoir assez de nutriments, assez de vitamines. C'est vraiment ça qui est important dans l'alimentation finalement. Parce qu'on ne se nourrit pas que de glucides, protéines, lipides. On se nourrit avant tout de vitamines X, Y, Z, de minéraux, que ce soit calcium, potassium, magnésium, etc. C'est aussi ça. En fait, il y a les macronutriments et après il y a les micronutriments. Et les micronutriments sont extrêmement importants. Donc, pour résumer, moi je mange 20 grammes de glucides max par jour, 60 grammes de protéines, c'est plus ou moins, s'il y a un petit peu moins, un petit peu plus, c'est pas grave. Mais en gros, 60 grammes de protéines, et du coup, je fais 20 plus 60, et je mange ça le double en lipides. Donc 20 plus 60, ça nous fait 8 et 8, 16, ça nous fait 160 grammes de lipides. Et les lipides, on peut exploser le compteur, on peut monter à 200 sans aucun souci. Là, comme je suis en phase où je veux me réhabituer, je mange facilement 200 grammes de lipides par jour. Dans les 200 grammes, j'inclus les lipides qui viennent des aliments. Donc voilà, je vois le compteur, c'est affolant, ça va être beaucoup trop long. Donc je m'arrête ici sur l'alimentation cétogène. Désolée pour les personnes que ça n'intéressait pas, mais comme ça je vous ai répondu. Vraiment la conclusion de tout ça, c'est que je vous invite à faire vos propres recherches. Ne vous fiez jamais à ce que peuvent dire des youtubeurs, des youtubeuses, des gens que vous voyez sur Instagram qui se revendiquent coach nutrition, etc. Rien de même, j'ai envie de dire, même ne faites pas confiance aux médecins, parce que j'ai déjà entendu des médecins, genre Jean-Michel Cohen pour ne pas le citer, qui expliquaient tout de même que si les gens mangeaient du gras, enfin de l'huile de coco allait se figer dans leur corps parce que l'huile de coco devient solide à température ambiante. Tous les gras saturés sont solides à température, à une certaine température. Le beurre c'est solide, pourtant le beurre il va pas se retransformer en beurre. On rappelle que le corps humain il est quand même à 37 degrés. Comment voulez-vous que ça se resolidifie? Enfin c'est quand même des conneries. Et je me souviens aussi dans une de ses vidéos, le mec expliquait que si les gens voulaient faire le plein de vitamine A, il fallait manger des carottes. Ce qui est faux et archi faux, il n'y a pas de vitamine A dans les carottes. Dans les carottes, il y a du bêta-carotène. Le bêta-carotène, c'est un précurseur de la vitamine A. Et spoiler, de quoi le corps a besoin pour transformer le bêta-carotène en vitamine A? Ben, je vous le donne dans le mille, du gras. Donc quand vous mangez vos petites carottes râpées, déjà quand vous mangez votre petite quantité de carottes râpées, vous mangez une petite quantité de bêta-carotène. Comme vous mettez pas de vinaigrette, etc., pas d'huile, rien du tout, il y a à aucun moment votre bêta-carotène il va se transformer en vitamine A, en tout cas pas dans les besoins nécessaires. Alors bien sûr après c'est une accumulation, il y a l'effet cumulé, mais bref, les médecins aussi sont capables de dire des conneries. D'ailleurs on le rappelle, dans leurs 50 000 années de médecine qu'ils font, il y a, il me semble, 1 an consacré à la nutrition. On est dans une société où le médecin, son rôle, c'est traitement du symptôme. Le médecin, son rôle, c'est triste à dire, mais c'est ce qu'on lui apprend. C'est ce qu'on lui apprend en école de médecine. Le rôle du médecin premier, c'est de vous donner un médicament pour contrecarrer un symptôme, mais ne pas traiter forcément la cause, et c'est problématique. Alors attention, je suis pas en train de dire que tous les médecins, qu'il faut pas aller chez le médecin, tout ça. Évidemment que les médecins, ils ont un rôle important. Là, je vois tous les médecins comme ça, là, en PLS, devant leur écran, en se disant, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Non, bien sûr que les médecins ont des rôles, et bien sûr aussi que par moment, les médicaments, des fois, il n'y a pas le choix. Mais globalement, il y a énormément de choses qu'on peut réguler avec la nourriture. Donc bref, voilà pourquoi je mange cétogène, et ça va être l'enfer au montage, cette séquence, parce que réellement, là, je suis à 40 minutes. Je suis à 40 minutes devant ma caméra à parler. Bref, je ne suis pas non plus rentrée hyper dans les détails. Vraiment, je vous invite à faire des recherches et ne pas oublier également que dans les problèmes métaboliques, il n'y a pas que l'alimentation à prendre en compte. Le stress, le sommeil, la lumière, 3 facteurs extrêmement importants. Vraiment importants pour le bien-être global, pour ce qu'on appelle l'homéostasie. Voilà, j'arrête de dire que j'arrête et je continue à parler. Donc là, ce coup-ci, j'arrête. Piou!